Chris, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter Nuit noire sur Brest, un magnifique roman graphique d'espionnage qui vient de paraître aux éditions Futuropolis. Vous en avez donc coécrit le scénario avec Bertrand Gallic et Damien Cuvillier en a réalisé le dessin. Et vous nous offrez une plongée dans le Brest d'avant-guerre sur fond d'espionnage et de guerre d'Espagne. Alors avant tout, comment est né ce projet et qu'est-ce qui pour vous a été à son origine ? Il est né grâce au rayon d'une librairie, puisque le scénariste souvent traîne en librairie pour voir un peu, y trouver des idées tout simplement, notamment pour nous, Bertrand et moi, comme on écrit beaucoup de récits historiques, on arpente évidemment les rayons historiques des librairies, et je suis tombé sur un livre de Patrick Gourlet, qui est historien à Morlaix, et qui chez Cobreis a sorti un livre qui s'appelle Nuit franquiste sur Brest, et qui racontait donc l'histoire vraie de ce sous-marin espagnol qui atterrit à Brest en 1937, dont je n'avais jamais entendu parler. Et il suffit de lire le 4e de couverture pour se dire tout de suite qu'il y a un récit extraordinaire à faire avec ça. Plus ça réunissait tout ce que j'aimais, l'histoire militante, puisque les milieux militants brestois ont affaire dans cette histoire, les communistes et les anarchistes ayant défendu le sous-marin contre un commando franquiste. C'est évidemment l'histoire de Brest d'avant-guerre, enfin, cette ville qui a disparu. J'ai traité le Brest de la reconstruction dans Un homme est mort, mais j'avais évidemment un peu le désir d'aller voir cette ville d'avant-guerre et toute la mythologie qui s'y rapporte. Donc là, j'avais tout servi sur un plateau. Voilà. Alors, c'est donc en lisant ce livre de Patrick Gourlet que vous avez découvert cet événement. Il a été important pour vous d'en faire une bande dessinée pour évoquer ce Brest d'avant-guerre. Est-ce que c'est aussi l'occasion d'évoquer la mémoire des exilés républicains espagnols dans le Finistère ? Est-ce que c'était un autre point important du projet ? Oui, parce qu'un auteur, en fait, ne tombe jamais sur une histoire un peu par hasard, ou s'il a envie de la raconter, en tout cas, c'est pas par hasard, c'est que souvent ça fait un peu un écho personnel à plein de choses qu'il est, ou son éducation, ou des choses qui le passionnent, ou autres. Il se fait que dans ma famille, à 2 reprises, j'ai rencontré des descendants d'immigrés espagnols comme ça, notamment le mari de ma cousine, qui est quelqu'un que j'aime énormément, et avec qui on échange beaucoup sur l'histoire en général, qui s'appelle Grégory Solsona, qui, comme son nom l'indique, est petit-fils d'un républicain espagnol immigré à Brest, comme ça, en 37 ou 38. Et la seule mémoire qu'il conserve, c'est juste ça. Il sait que son grand-père est arrivé à cette date-là, et il ne sait rien d'autre. Et cette espèce de trou noir, quand même, qui fait partie de l'histoire familiale d'un certain nombre de Brestois, hein, parce qu'ils sont quand même assez nombreux à être descendants comme ça de ces familles espagnoles, ça donne envie un peu d'aller creuser, de rappeler leur histoire, effectivement, comme le fait aussi l'association Mer 29 depuis un moment dans le Finistère. Et donc voilà, ça me parlait. C'est aussi l'histoire de mon grand-père, qui était militant communiste et qui a rencontré aussi ces militants espagnols républicains réfugiés en Bretagne. Donc voilà, ça croisait quand même un certain nombre de choses assez personnelles ou de gens qui m'ont touché, et puis avec l'envie d'éterrer une histoire disparue, enfin une belle histoire enfouie, c'est comme un trésor pour un scénariste. Donc voilà, on a ce pouvoir de la ramener, de le faire découvrir, ce trésor, à plein de gens. Donc, voilà, oui, parce que cet épisode qui avait été assez retentissant, enfin qui avait eu un retentissement important en 1937, il avait été complètement oublié. Justement, quelle recherche est-ce que vous avez dû mener pour pouvoir quelles sources ont pu vous aider à retrouver cette histoire, à la restituer ? Alors l'avantage, c'est que Patrick Gourlet, évidemment, avait fouillé pas mal ces sources-là pour son livre-là. Surtout le projet d'adaptation qu'on a fait avec lui, vraiment, on lui a demandé de participer à l'adaptation, notamment en écrivant un dossier historique à la fin de la bande dessinée. Donc il a repris ses recherches à nouveau. On sait très bien aussi que quand un livre sort, du coup, il réveille certaines mémoires qu'on n'a pas trouvées. Et voilà. Donc on a aussi vu les archives à Paris, les archives policières notamment, puisque quand même une partie du commando franquiste avait été arrêtée. Donc il y a très belles archives à Paris que Patrick n'avait pas eu le temps de fouiller. Donc ça, c'est la partie un peu purement historique. Après, on en fait une fiction quand même, parce qu'on avait besoin d'avoir une certaine liberté. Il y a beaucoup de choses, comme dans toute histoire d'espionnage, qui sont totalement inconnues, qui le seront toujours des historiens. Et l'avantage d'un auteur, c'est que lui, il peut aller imaginer tout ce qui s'est déroulé. Donc après, le travail a plutôt été de comment on en fait une fiction tout en respectant quand même l'histoire réelle. Voilà, c'est là où il a fallu se creuser beaucoup le crâne, plus que d'aller chercher dans des archives qui avaient déjà été fouillées. Alors oui, justement, c'est une histoire où 90% à peu près est vrai, et puis il y a tout le récit, tous les personnages aussi qui prennent vie et qui prennent corps. Comment est-ce qu'on s'empare justement d'une telle liberté permise par la fiction ? Est-ce que c'est tout ce qui est passionnant dans le métier de scénariste, et est-ce que parfois c'est compliqué d'avoir trop de liberté ? Oui, le garde-fou, c'est le côté factuel. Voilà, on sait que telle date, il s'est passé telle chose, etc. Et tout ça. Si on ne veut pas décrédibiliser le
récit par rapport au lecteur qui s'en rendrait compte assez rapidement. Si on changeait les dates, on changeait des choses comme ça, bon, ça ne marcherait pas. Et il faut aussi respecter ce qu'on sait des personnages. Si un personnage est un militant anarchiste, par exemple, espion pour le coup, on peut quand même se faire une idée de sa psychologie, de ses convictions, etc. Et tout ça, on ne peut pas en faire un fasciste, j'en sais rien, enfin un traître ou un truc comme ça quand on ne le sait pas, quoi. Après, malgré tout, pour le vrai plaisir, c'est ça, c'est de se dire, bon, lui, il y a quand même des vraies zones d'ombre, et notre personnage principal est cet espion anarchiste, dont on ne sait rien d'autre, qu'il avait infiltré le commando et qui signait ses courriers du nom de X10. Donc là, on lui a bâti toute une biographie, totalement imaginaire, hein, mais qu'on estimait être en accord à peu près avec ce qu'on savait du personnage. Et après, souvent aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute un personnage entièrement imaginaire. En l'occurrence, là, c'est une sorte de rouletabille brestois, un journaliste à la Dépêche de Brest, qui s'appelle Stanislas Leroy. Pour les initiés brestois, ils ont assez vite reconnu, journaliste rouquin, gouailleur, et on va dire une source inestimable de renseignements, que peut l'être un vrai journaliste de nos jours à Brest. Et ce personnage de fiction-là nous permet justement d'être un peu le lecteur un peu naïf qui ne connaît pas l'histoire et de l'intégrer dans le récit, d'avoir une vue extérieure aux événements réels tels qu'on le connaît. Alors, il ne faut pas qu'on lui donne trop d'importance, mais il est là pour poser les questions, et il est là pour faire avancer l'histoire au moment où on a besoin que des événements se passent et que cette histoire, voilà, aille jusqu'à son terme. Mais c'est vrai qu'on peut vite se perdre hein, avec la fiction. Il faut, voilà, la contrainte, c'est les événements factuels, ce qu'on en sait, et ne pas trahir les personnages réels de cette histoire autant que possible. C'est donc un très beau roman graphique que vous nous offrez, assez haletant et foisonnant avec ce personnage donc, que vous avez évoqué, l'agent X10 qui est le narrateur. C'est un véritable personnage dont on a envie de connaître l'histoire, les futures aventures. Est-ce qu'on pourrait le retrouver? Est-ce qu'il pourrait devenir pour vous un personnage? Oui, parce que ça nous a donné envie justement d'aller fouiller ce qu'est un espion, non pas au service d'un pays, ce qui est en général le cas, mais au service d'une cause. Hein. Encore une fois, il est réel. Hein. Les anarchistes espagnols avaient monté un véritable service d'espionnage et de contre-espionnage. Alors, la guerre d'Espagne les a un peu obligés à ça, mais donc c'est un espion au service d'une cause. Et évidemment, ces années 20-30 notamment, avec tous les mouvements révolutionnaires, qu'ils soient d'extrême droite, d'extrême gauche, enfin toutes ces crises des années 20 et 30, pourraient permettre à un espion de les traverser à travers différentes missions. Et donc notre idée est de reprendre des faits réels, assez proches comme ça de celui de Nuit Noire sur Brest, et avec toujours ce personnage de X10 qui partirait de la Première Guerre mondiale jusqu'à au moins la Seconde Guerre mondiale. C'est une sorte de James Bond anarchiste, dans des faits réels, dans l'entre-deux-guerres. Voilà, alors c'est un projet, pour l'instant rien de fait encore, mais oui, je pense qu'on va continuer, on en fera d'autres dans les années à venir. Ouais.